Bonjour Christiane Taubira. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de vous recevoir. Comment ça va? Bien. Bien? Vous regardez, vous observez, honnêtement? Je fais plus que ça. Ça vous convient d'être en retrait aujourd'hui? Je suis en retrait du bruit et du brouhaha politique. Je suis en retrait de tout ce qui est superficiel et artificiel. Mais je suis profondément dans le fond et je rencontre beaucoup la jeunesse. Alors vous incarnez beaucoup, pour certains, enfin pour beaucoup, une certaine idée de la gauche. C'est quoi la gauche de Christiane Taubira? Alors la gauche, c'est une histoire, ce sont des idéaux. La gauche, ça n'est pas mon affaire personnelle. J'y ai adhéré, j'y crois profondément. Je crois qu'elle a un grand avenir, non seulement un avenir en France et en Europe, mais un avenir dans le monde. Parce que pour moi, la gauche, c'est essentiellement une ambition et un idéal d'égalité. Donc je suis absolument persuadée que les êtres humains sont égaux, que les personnes humaines sont égales, que les citoyens des différents pays sont fondamentalement des citoyens de la Terre et que par conséquent la bataille pour l'égalité est une bataille complètement inachevée. Donc l'avenir du monde a besoin de gauche et la gauche s'enrichit de l'histoire de la gauche de France, de l'histoire de la gauche ou même des gauches en Europe, de l'histoire des gauches dans d'autres pays et c'est pour ça que je suis encore très très attachée à ces idéaux. Ça n'est pas mon affaire personnelle, mais ce sont des convictions personnelles et ça reste un combat personnel. Et les partis politiques sont encore aujourd'hui un outil pertinent pour atteindre cet idéal qui est l'idéal d'égalité dont vous parliez? Si on convient, ce que je pense, que la démocratie est à peu près le système le plus correct dans lequel on puisse vivre, mais une démocratie fidèle à ses fondements, à ses principes de base. Si on convient de cela, les partis politiques sont des structures de base des démocraties. Parce qu'en fait, ce sont des espaces où les citoyennes, les citoyens peuvent se retrouver de façon transversale. Dans les syndicats, ils sont rassemblés sur des revendications sociales, corporatistes, matérielles. Dans les associations caritatives ou civiles, ils sont rassemblés sur un objet social particulier. Dans les partis politiques, il y a cette transversalité qui permet que la citoyenne, le citoyen, pleinement en contact avec les autres, en dialogue avec les autres, en discussion et en dispute avec les autres, se pose la question de la vie sociale, de la vie ensemble. Donc moi, je crois profondément à la nécessité des partis politiques. Mais évidemment, il faut qu'ils existent en tant que partis politiques, il faut qu'ils fonctionnent en tant que partis politiques, il faut qu'ils aient des ambitions de partis politiques et non pas d'espèces de clubs, de gens qui s'auto-choisissent, se congratulent et finissent par agoniser, par périr ensemble. Alors justement, vous parliez de partis politiques, vous parliez de clubs, vous avez créé avec plusieurs intellectuels, artistes, politiques aussi, Anne Hidalgo faisait partie de ce lancement. Le lancement de Dès demain, ça devient quoi? Et c'était pourquoi faire? Alors c'est surtout une dynamique, hein. Je suis impliquée à un degré bien moindre que celui d'Anne Hidalgo qui a été la locomotive dans cette initiative. Donc c'est surtout une dynamique qui doit permettre aux citoyennes, aux citoyens, aux gens partout de se mettre ensemble et puis de discuter, de débattre, parce que nous sommes un peu dans une phase intermédiaire où l'échec des partis politiques, qui n'est pas dû à des coups extérieurs, le coup fatal a été extérieur aux partis politiques, mais la putréfaction interne, l'état vermoulu qui a fait que les partis politiques s'effondrent d'une chiquenaude d'une certaine façon. C'est dû simplement au fait que depuis des années, ces partis fonctionnaient sur un mode qui ne renouvelait pas leur vitalité et leur énergie. Est-ce que l'une des défaites de la gauche, justement, ça n'est pas aussi l'abandon du rêve, des idées, de la pensée, aujourd'hui, le pragmatisme comme doctrine politique? Moi, je déteste le pragmatisme, je l'ai dit, je l'ai écrit, parce qu'effectivement, ça fait partie des grands renoncements de la gauche, ça fait partie des grandes défaites culturelles et politiques de la gauche. À partir du moment où la gauche a commencé à avoir honte de ses idéaux, de ses idées, de ses ambitions, à partir du moment où il a rompu d'avec le mouvement social, d'avec les masses populaires, les citoyens, les gens qui souffrent, mais aussi les gens qui pensent, les gens qui créent, les gens qui inventent. Lorsque la gauche s'est éloignée de tout cela, évidemment, elle s'est étiolée. Elle s'est retrouvée en marcescence, c'est-à-dire encore debout d'apparence, mais se desséchant sur elle-même. Donc à partir du moment où elle a rompu d'avec tout ça,
elle a quitté un peu le monde magique d'une certaine façon, mais au bon sens du terme, hein, où on pense le présent, où on pense l'avenir, où on s'élance ensemble vers l'avenir. Elle a quitté tout ça et elle a été réduite effectivement au pragmatisme, aux courbes, aux statistiques, aux chiffres, aux schémas, à tous ceux qui donnent froid dans le dos, quoi. C'est ce qu'il y a de plus glacial dans la vie. Pardon, vous diriez qu'elle est condamnée aujourd'hui, la gauche, en responsabilité, la gauche de pouvoir, à décevoir toujours, Christiane Taubira? Non, je ne pense pas que la gauche de pouvoir soit condamnée à décevoir. La gauche qui accède au pouvoir, c'est nécessairement la gauche réformiste, parce que c'est elle qui croit au pouvoir et à la capacité par le pouvoir de transformer la société. Et puis il y a une gauche qui ne croit pas à cette capacité-là. Donc celle qui croit aux réformes et qui donc accède au pouvoir n'est pas condamnée à décevoir. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on réapprenne à chanter d'une certaine façon la geste de la gauche. Parce que la gauche a déjà été au pouvoir, elle a quand même un bilan et un patrimoine d'action publique, elle a su faire des choses, elle a surtout démontré qu'il était possible de faire des réformes de société en même temps que des réformes de justice sociale. C'est quand même la gauche en 1848 qui instaure le suffrage universel masculin, j'en conviens, c'est une faute irréparable, mais l'histoire est passée depuis, les choses ont été rétablies, mais le suffrage universel, donc une réforme démocratique, en même temps que les ateliers pour chômeurs, qui étaient d'ailleurs réclamés par Olympe de Gouges depuis 1792. Mais la gauche, de façon concomitante, a su transformer la société, donc faire des réformes de société et en même temps des réformes de justice sociale. C'est quand même la gauche qui a réduit la durée du temps de travail, qui a baissé l'âge de la retraite, qui a augmenté l'âge de la scolarité obligatoire. Dans la même période, dans les mêmes mouvements, la gauche a aussi aboli la peine de mort, elle a supprimé les tribunaux d'exception, elle a instauré les radios libres, elle a aussi permis le remboursement de l'avortement, elle a créé la CMU, elle a stabilisé le SMIC. Donc on a des nationalisations. Et vous avez fait le mariage pour tous, qui est l'une des dernières grandes réalisations de la gauche. Bien sûr, voilà, la parité, le PACS, le mariage pour tous. Et dans ces mêmes périodes, la gauche est capable de réformes sociales qui corrigent les débordements économiques. Donc voilà, la gauche, il faut rappeler que la gauche a été capable, lorsqu'elle était fidèle à elle-même et à ses idéaux, elle a été capable de conduire à la fois des réformes de société et des réformes de justice sociale. C'est quand elle s'est rendue à la soi-disant évidence Ce serait bien de ne pas couper parce que nous aimons les pompiers. On adore. Et en ce moment, je crois qu'ils ont beaucoup de travail. On a souvent besoin d'eux. Voilà, donc c'est quand la gauche se quitte elle-même qu'elle dépérit. Et aujourd'hui, si la gauche devait être en responsabilité, quelles seraient les grandes urgences pour vous, les premières choses à faire? D'abord, il faut continuer. Il y a encore des droits à acquérir. Il y a bien sûr. Le débat sur la PMA, la GPA, par exemple, c'est des choses sur lesquelles il faut avancer, il faut continuer. Bien entendu, incontestablement, il faut avoir le courage d'en faire des débats publics. Il faut avoir le courage d'en faire des débats publics. Il faut savoir qu'il y a des forces conservatrices dans la société qui vont vraiment, avec beaucoup d'énergie, faire freiner des quatre fers. Il y a aussi des personnes qui s'interrogent. C'est parfaitement légitime. Donc il faut créer l'espace de débat pour que les personnes qui s'interrogent obtiennent des réponses. Qu'on ne parvienne pas à les convaincre, ça n'est pas dramatique, mais qu'on leur fournisse des réponses. Et puis, il y a encore à se battre pour la justice sociale, parce qu'il y a de la pauvreté dans ce pays, parce qu'il y a de l'exclusion, parce qu'il y a des millions de personnes en très grande précarité, parce qu'il y a des personnes mal logées, parce qu'il y a des personnes qui vivent de la solidarité, qui sont obligées d'aller dans les épiceries sociales, parce qu'il y a vraiment, à une période où le monde est extrêmement riche, mais où la concentration des richesses est extrêmement forte, il y a lieu, à l'échelle des gouvernements nationaux, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, il y a lieu de combattre ces injustices et ces inégalités. Il vous arrive d'avoir des regrets, Christiane Taubira? Non, je n'ai pas un tempérament à regret. J'ai un tempérament d'abord optimiste. Ensuite, moi, dans l'instant, je donne tout ce que je suis capable de donner. Je ne triche pas. Donc, il n'y a pas là des conditions de regret. Je peux m'interroger sur la méthode. Je peux me demander si j'avais procédé différemment, est-ce que je n'aurais pas réussi à faire plus vite ou plus largement. Mais je ne fais pas de regret. J'agis, j'essaie de penser en m'enrichissant de la pensée des autres. Et puis j'agis en toute honnêteté. C'est-à-dire que le premier principe, c'est primum non nocere. Donc, d'abord, ne pas nuire. Ensuite, faire du bien, faire bien.
et introduire du bon dans la vie des gens. Donc, une fois que j'ai ces principes-là et que j'obéis à ces principes, je n'ai pas lieu d'avoir des regrets. Vous parliez du mouvement social il y a un instant. La matière est là aujourd'hui, le projet de loi travail, la réforme de l'assurance chômage bientôt, la baisse des retraites. Pourquoi ça ne prend pas, selon vous, le mouvement social ? Mais parce que le mouvement social, lui aussi, a été très fortement affaibli. Il a été affaibli parce que lui aussi a cessé de penser. Parce que lui aussi a construit à l'intérieur une aristocratie qui s'est mise à fonctionner aussi selon les codes, y compris les codes protocolaires de la société. Parce que le mouvement social est aussi victime de l'évolution de la société, des mutations de l'économie, du manque d'anticipation des mutations de l'économie, donc d'une espèce de course que chacun fait, le politique, le syndical, tous, on est en train de courir après des métamorphoses qui s'accélèrent sous nos yeux. Donc le mouvement social, le mouvement syndical notamment, très largement, est victime de cela. Donc il a des difficultés à rassembler, à mobiliser, à convaincre. Et puis il y a, je crois, d'une façon générale, pour la politique et pour le mouvement social, un déficit de pensée. Vous qui vous êtes adressé à la jeunesse, justement, dans ce très bel ouvrage, Murmure à la jeunesse, que vous avez publié aux éditions Philippe Ray, qu'est-ce que vous diriez à cette jeunesse qui essaie de se mobiliser en ce moment, justement, sur la question de la sélection à l'université? Alors, lui dire d'abord, de toute façon, que le monde n'est pas donné, que le monde est construit, il est construit par des décisions politiques, et que ces décisions politiques, par nature même, elles sont potentiellement contestables. Le monde n'étant pas donné, cette jeunesse a le droit et même le devoir, l'obligation de penser le monde dans lequel elle veut vivre. Elle va réussir à le bâtir peut-être, peut-être pas. Elle va le faire encore plus bancal que ce que ma génération a fait, peut-être. Mais son devoir, c'est de se dire que le monde n'est pas destiné à poursuivre sa route sur la trajectoire dans laquelle on l'a placé. Donc voilà ce que je dis aux jeunes. Ça peut être des combats très ciblés comme la lutte contre la sélection dans les universités. Les universités, à l'intérieur, il y a universel. Ça est ouvert, ça c'est des lieux de débat, de discussion, de partage du savoir, de confrontation des expériences, d'affrontement même verbal, hein, d'affrontement. Ce qu'il y a de plus beau dans l'affrontement, c'est la capacité à trouver les mots qui peuvent convaincre ou en tout cas qui peuvent démontrer, qui disent exactement le contenu de la pensée, essayer d'entraîner l'autre dans cela. Les universités, c'est ça, en fait, leur nature et leur destination. Donc, que ce soit très ciblé ou que ce soit plus large, dans quelle société ils veulent vivre, comment ils pensent l'Europe, comment ils voient le monde, moi, j'invite la jeunesse, justement, à ne pas se préoccuper de son seul destin personnel. Vous vous êtes adressé à cette jeunesse et de fait, une nouvelle génération, aujourd'hui, arrive au pouvoir, à l'Assemblée nationale notamment. Elle vous plaît, elle vous parle, cette nouvelle génération? Peu importe mes sentiments. Je regarde en espérant qu'il en sortira d'abord des leaders, par exemple, des femmes et des hommes, des personnes avec des convictions chevillées à l'âme, au cœur, à l'esprit, au corps. J'espère que de cette espèce de renouvellement massif surgira tout cela. Pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup, mais je vous répète, je suis une optimiste de la combativité. Donc je pense qu'en agissant, en écrivant, en s'exprimant, en contribuant, en jetant dans le débat public, dans la réflexion commune, en jetant des éléments d'élaboration d'une perspective collective, j'espère qu'il surgira de ces nouvelles personnes de nouveaux grands esprits, de belles figures lumineuses qui vont recommencer à arroser l'espoir. Parmi les réformes à venir, il y a le projet de loi Asile et Immigration. Fermeté et humanité, ce sont les mots du président de la République. Est-ce qu'ils sont compatibles ensemble, ces deux mots, Christiane Taubira? D'abord, je crois que ce sont des mots marketing. Lorsque l'on... Voilà, c'est le souci, c'est le pragmatisme, c'est, voilà, moi j'ai une balance avec des plateaux équilibrés, j'ai de la fermeté, j'ai de l'humanité. C'est juste insensé. L'asile est d'abord une tradition qui a été longtemps ecclésiastique d'ailleurs, qui est devenue séculière il y a à peine quelques siècles. C'est une tradition, elle a beaucoup de sens en Europe en particulier, ailleurs, mais en Europe en particulier parce que l'Europe l'a codifiée. Ailleurs, l'hospitalité a du sens parce qu'elle est dans des mœurs, elle est dans la culture, elle est dans le mode de vie, elle est dans du quotidien. En Europe, l'Europe est allée plus loin parce qu'elle a vraiment codifié.
le droit d'asile. Et le droit d'asile, c'est le droit d'asile, c'est-à-dire que c'est le rapport à l'autre, c'est la réponse que l'on construit dans une période de grande détresse, c'est donc fermeté, humanité, c'est juste insensé. Donc en dehors du marketing, cette juxtaposition de ces deux mots n'a pas de sens. Des milliers de morts en Méditerranée, des dizaines de vies perdues dans les Alpes-Maritimes, 4 personnes en ce moment entre la ville à mort à Calais, des tentes de fortune arrachées. Qu'est-ce que vous dites? Indignez-vous, mobilisez-vous? Je dis que, alors, il y a les citoyennes, les citoyens qui se mobilisent, et heureusement, parce que ça nous rappelle qu'il y a des gens qui sont conduits devant la justice, pour certains d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Même si, bon, voilà, nous avions supprimé, soi-disant, le délit de solidarité. Mais bon. Donc, il y a des personnes qui, au-delà de la loi, ne s'interrogent pas sur est-ce que ce que je fais est très légal ou est-ce que ce que je fais va me procurer des désagréments. Ce sont des personnes qui, par humanité, voyant l'autre en face, c'est un peu ce qu'expliquait Lévinas, la figure de l'autre, le visage de l'autre. Voilà. Je suis confrontée aux principes fondamentaux de l'humanité à partir du visage de l'autre. Donc il y a des personnes qui fonctionnent ainsi. Je ne suis pas en train de dire, parce que je ne suis pas, quelle que soit la réputation qu'on me fasse, je ne suis pas une naïve, je connais le monde, j'étudie le monde, j'interroge le monde depuis très très longtemps. Donc je connais les difficultés, je connais les risques, je connais les dangers, et je n'évacue pas tout cela. Mais tout ça ne peut pas déterminer notre rapport à l'humanité. Nous sommes dans une période de grande détresse. Nous sommes dans une période de circulation humaine. Donc il est complètement absurde de vouloir endiguer cette circulation humaine juste pour satisfaire une partie de l'opinion publique. Il faut penser le monde et notre rapport à ces circulations humaines parce qu'elles vont s'intensifier tout bêtement. On aime, on n'aime pas, ça n'est pas le sujet. Ça va s'intensifier. L'immigration climatique, par exemple, oui. Voilà, donc comment on se prépare à ça? Et puis, il faut peut-être remettre les proportions. Je veux dire que effrayer l'opinion publique européenne, parce qu'1 million de personnes, et même un peu moins selon Eurostat, 800 000 personnes, arrivent aux portes de l'Europe, de 500 millions d'habitants, il y a un moment où il faut peut-être reposer les choses. Alors pour le coup, là, les statistiques, les chiffres et les courbes, ça devrait pouvoir nous aider. Mais voilà, je pense qu'on peut rappeler aux gens que les principes sont mis à mal dans des proportions pareilles. C'est quand même une négation de soi. On va revenir sur l'Europe dans un instant. La France a quand même accueilli le chancelier autrichien qui a fait alliance avec l'extrême droite dans l'indifférence générale. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'état de nos démocraties en Europe ? Alors, ça dit surtout nos renoncements collectifs, ça dit nos impuissances, ça dit nos lâchetés, parce qu'on a l'air de croire que la politique, c'est devenu une espèce de vaste aventure de mondanité. Non, la politique, ce sont des convictions, ce sont des idéaux, ce sont des choix et ce sont des combats. Ce sont des combats, ce sont des confrontations, ce sont des affrontements parfois, ce sont des mécontentements. La politique, ça fait du bruit. Donc, il faut admettre cela. Mais si on croit que tout est lisse et qu'on peut, sur la base des règles de mondanité, être courtois avec tout le monde, non, on tue la politique. Donc, je crois qu'on a trop le souci de plaire à ceux qui font beaucoup de bruit, qui ne sont pas forcément majoritaires. Il est certain que l'opinion publique est très infiltrée d'idées qui prônent l'égoïsme, le nationalisme, le repli sur soi, la haine de l'autre, la fureur, mais ça n'est pas nécessairement la majorité de l'opinion publique. Et nos libertés, elles sont menacées. Le projet de loi antiterroriste est passé sans que personne ne s'en émeuve vraiment. Pourtant, il va plus loin que la loi sur la déchéance de nationalité, selon l'historien Patrick Weil. Alors, cette loi antiterroriste, et oui, elle pose une inquiétude de fond sur des principes de base. À partir du moment où on considère qu'on peut introduire dans le droit commun, qui nous concerne tous, des dispositions d'exception, on est fondé à s'interroger, sommes-nous encore dans un état de droit? Donc je n'ai pas envie de faire du catastrophisme, parce que nos libertés sont quand même plus ou moins encore assurées, mais lorsqu'on introduit dans la loi cet élément vénéneux qui consiste à considérer que des dispositions d'exception particulières, qui doivent être à la fois temporelles et limitées dans l'espace, peuvent devenir du droit commun, c'est-à-dire nous concerner tous à tout moment,
on a introduit effectivement quelque chose de vénéneux dans la loi, dans l'état de droit et dans la démocratie. Ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, ça ne suscite pas de débat, que ça ne provoque pas d'inquiétude, et même que des gens vous disent, ce qui est terrifiant en termes de défaite culturelle là encore, que des gens vous disent « mais moi je n'ai rien à me reprocher, où est le problème ? Où est le problème ?» Alors hier, nous recevions Jean-Marie Godard, l'auteur de Paroles de flic, publié aux éditions Fayard. Il vous a posé une question, il vous interroge sur la place de la police dans la société et il vous demande comment faire pour améliorer les relations police-population et police-justice. Alors, je pense que les relations police-justice, d'abord, elles sont établies et définies dans le Code de procédure pénale. Et si on s'y tient, les choses doivent bien fonctionner. Sauf qu'évidemment, ce sont des femmes, des hommes, avec leur subjectivité, leur fonctionnement, etc. Donc, mais c'est encadré. Pourquoi je commence par ça? Parce que la police est une institution républicaine. La police, elle est prévue d'ailleurs dans la Constitution et avant la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme, qui est dans la Constitution, qui fait partie du bloc de constitutionnalité. La police est prévue parce que, pour assurer les libertés, il faut une force publique. Donc, la police est une institution républicaine. Sauf que malheureusement, depuis de très nombreuses années, on a guère de ministres capables de penser la police en tant qu'institution républicaine. De sorte que les syndicats ont pris de plus en plus le pas sur la façon de concevoir les missions de la police. Ça n'est pas leur rôle. Ils vont me détester, mais peu importe. Ce qui est important, c'est comment fonctionne notre démocratie et comment notre République peut encadrer les promesses qu'elle fait elle-même. Le rôle des syndicats est extrêmement important pour défendre les intérêts matériels des policiers, pour protéger un policier qui se retrouve dans une difficulté professionnelle ou personnelle. Bon, leur rôle est essentiel. Mais penser les missions de la police, c'est une mission républicaine, c'est une fonction d'État, c'est une responsabilité ministérielle régalienne. Il faut donc que les ministres retrouvent cette responsabilité, l'assument en tant que telle, et ils ne doivent pas être seuls à la porter. Le gouvernement doit porter cela tout entier et c'est à ce prix-là que la population va réaliser ce que représente effectivement la police. Les gens aiment la police lorsque la police leur rend service, lorsque la police les sauve, mais dès qu'ils ont une difficulté parfois mineure telle qu'une amende, ils détestent la police. Mais cette relation-là, elle est viciée par le fait qu'on ne perçoit pas clairement quelle est la mission républicaine de la police. Donc il revient aux responsables politiques de définir cette mission républicaine, de l'assumer et de la rendre possible. C'est parfaitement faisable. Je pense à un grand ministre de l'Intérieur, c'était Pierre Joxe, qui en tant que ministre de l'Intérieur a été capable à la fois de défendre les policiers dans leurs besoins matériels. Je me souviens des histoires d'uniformes, d'armes, de conditions de travail, d'horaires, etc. Donc ce que les syndicats ont le droit et ont raison effectivement de réclamer, et en même temps de dire, voilà les missions de la police, voilà les limites, voilà le champ d'action, voilà les règles, voilà les hiérarchies. Et c'est la condition. Et il faut le dire, non seulement il faut le faire, mais il faut le dire pour que la police, les policiers l'entendent et que la société l'entende. Et vous parliez de démocratie justement et de l'autorité du ministre. Vous qui avez été ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous diriez que le pouvoir, il est là? Les ministres ont le pouvoir aujourd'hui? Les ministres doivent avoir le pouvoir. Sinon, ils sont défaillants. Sinon, ils mettent en péril les équilibres de la société. Sinon, ils mettent en péril l'état de droit. Les ministres doivent avoir le pouvoir. Et ils doivent avoir le pouvoir de décision. Ils doivent s'appuyer sur une technostructure parce qu'il y a autour, dans les cabinets, dans les administrations, des personnes qui savent, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont capables de rechercher des informations, etc. Mais les ministres doivent conserver le dernier mot. Le pouvoir de décision est aux ministres parce que ce sont eux qui rendent compte. C'est d'eux qu'attendent les citoyens, que les citoyens attendent des décisions expliquées, des choix clairs. Donc les ministres doivent avoir le pouvoir. Vous l'aviez, vous, le pouvoir quand vous étiez moi, je décidais. Moi, je décidais. Et c'est important. Si je ne peux pas décider, je m'en vais. Parce que de toute façon, la responsabilité... Mais sur les prisons, par exemple, on vous a beaucoup reproché de ne pas avoir été jusqu'au bout de la réforme qui était la vôtre, que vous proposiez sur l'aménagement des peines. C'est le sujet aujourd'hui du problème carcéral, c'est la surpopulation. Vous aviez proposé cette solution, vous? La preuve, il y a du recul. Donc on peut toujours me reprocher de ne pas être allé jusqu'au bout. C'est quoi être allé jusqu'au bout? On peut faire des phrases comme ça.
les choses précises, c'est que le projet de réforme pénale a été combattu par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il y a eu 5 arbitrages présidentiels sur ce projet pénal. Et moi, j'ai entendu des journalistes dire elle a perdu ses arbitrages, bon, sauf que la loi pénale existe, elle a été adoptée par le Parlement, elle est appliquée, la contrainte pénale existe, la modification du régime des peines existe, la libération sous contrainte existe, les conseils d'insertion et de probation, c'est un métier d'accompagnement que j'ai augmenté de 25%, donc il y a des personnes qui existent pour accompagner l'application de cette réforme pénale. Donc voilà, la politique carcérale était claire, la politique pénale était claire. Donc voilà, moi je parle de faits, de choses précises qui sont dans la loi et qui étaient dans les politiques publiques. Donc on constate bien d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a un grand recul et des revendications très fortes contraires à cet esprit-là. Le sens de la peine, l'exécution de la peine, les droits des victimes, l'organisation des bureaux des victimes au sein des juridictions, tout ça, ça existe. Ça existe. Donc voilà. Et ça, ce sont des décisions que j'ai prises, effectivement. Parce que pour les gens, ce n'est pas un directeur d'une administration qu'on ne connaît pas ou un conseiller d'un cabinet qui doit rendre des comptes. C'est le ministre qui doit rendre des comptes. Alors moi, je suis d'accord pour rendre des comptes, mais je rends des comptes sur ce que j'ai décidé. On peut me taper dessus, hein. On peut vouloir m'écrabouiller, mais si c'est moi qui l'ai décidé, oui, je viens torse bombé rendre des comptes. Vous avez beaucoup parlé d'Europe, on vous sait euro-compatible, europhile même. Qu'est-ce qu'on fait de cette Europe? On y reste, on renégocie les traités, on continue comme ça a commencé? Mais déjà, on lui donne une perspective. L'Europe s'est construite. Alors, l'Europe, c'était un projet phénoménal à la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des pays qui s'étaient dévastés mutuellement à ce point-là, sans mettre tout le monde sur le même plan, parce que le nazisme, la Shoah et le fascisme qui avait précédé, et même le franquisme, tout cela. Mais bon, voilà, la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne sont en capacité de se parler, envisagent de coopérer ensemble, envisagent d'échanger, d'encadrer leurs échanges sur un élément fondamental, l'énergie. Bon. Mais c'est une Europe économique, même si l'Europe politique est pensée, elle est pensée depuis Victor Hugo, les États-Unis d'Europe. Bon, et puis après, on a Nietzsche en Allemagne, il y a Nietzsche aussi qui pense l'Europe. Mais l'Europe est pensée politiquement, mais elle est édifiée économiquement. Donc, et la trajectoire va s'intensifier après. On n'a pas beaucoup fait en matière politique pour l'Europe. On a revendiqué de temps en temps une Europe sociale, mais on ne l'a pas construite en tant que telle. Donc, il faut redonner à l'Europe, lui donner peut-être, je ne suis pas sûre qu'elle l'ait eu avant, mais il faut lui donner, d'abord lui redonner le goût d'elle-même, lui redonner la conscience de ce qu'elle est devenue depuis la Deuxième Guerre mondiale, et puis lui donner des perspectives réjouissantes. Voilà, lui dire à quel point ces paysages si différents sont magnifiques, dans des styles très différents, que ses artistes sont fabuleux, que sa capacité créatrice est encore extrêmement puissante, que sa jeunesse est d'une très belle légèreté. Lui dire tout ça, donc lui redonner confiance, même si proportionnellement elle pèse de moins en moins dans le monde, que démographiquement elle va peser de moins en moins dans le monde, mais il faut redonner à l'Europe cela. Pas juste de nouvelles règles, négocier tel traité, ajouter des amendements, des codicilles, etc. Non, il faut lui redonner tout ça. C'est ce que vous demandez à vos amis de gauche. Les élections, c'est dans un an. Les élections européennes sont dans un an. Qu'est-ce que vous dites à vos amis de gauche, justement? Rassemblez-vous, faites-nous rêver pour une Europe plus sociale, plus humaine, plus ouverte. Oui, mais je leur demande d'abord de penser le monde. Et pensant le monde, de dire quelle doit être la place de l'Europe dans ce monde-là. Et la place de l'Europe, elle est spécifique, elle est liée à son histoire, elle est liée à ce qu'elle a offert au monde, elle est liée à la capacité qu'elle a eue à surmonter des gouffres terribles pour penser des sommets. Je veux dire, quand on sort de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on élabore une charte des droits et des libertés fondamentales, qu'on rédige une convention européenne des droits de l'homme, lorsqu'on fait tout ça après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on est capable de... Vous avez été députée européenne. Oui. Vous n'êtes pas tentée justement d'y revenir, d'écrire une autre histoire de l'Union européenne, d'y participer? Je peux y participer à un autre niveau. Je n'ai vraiment aucune envie d'aucun mandat électif.
J'ai une dernière question, Christiane Taubira. On est ici au Point éphémère. C'était un squat d'artistes à l'origine. Aujourd'hui, c'est un lieu dédié aux arts et à la jeune création. Pourquoi la culture, la littérature, les arts en général d'ailleurs, sont-ils si importants pour vous? Ils sont importants parce que c'est tout simplement vital. C'est vital. Je ne conçois pas ma vie, et je crois que depuis très très longtemps. Lorsque j'ai commencé à lire, lorsque à travers la littérature, j'ai découvert la poésie, puis le théâtre, puis la chanson, la musique. Lorsqu'à travers tout ça, j'ai découvert toutes ces merveilles qui sont mises à la disposition des gens, moi, c'est resté vital. Et plus j'ai été engagée en politique, plus j'ai eu besoin des artistes, plus j'ai eu besoin des poètes, plus j'ai eu besoin des écrivains, plus j'ai eu besoin des comédiens, plus j'ai eu besoin vraiment de tous ceux qui nous élèvent, qui nous sortent du quotidien, qui nous renvoient parfois à nous-mêmes, qui nous obligent à affronter nos contradictions, nos petites faiblesses. Plus j'ai eu besoin de tout ça, et plus j'ai eu besoin d'une façon concentrée de cette beauté, de ces beautés que ces créateurs, ces créatrices sont capables de faire surgir, de faire irruer là, sous nos yeux, de nous offrir en partage. Donc pour moi, c'est vital et bon, voilà, c'est là qu'il y a le plus d'énergie, c'est là qu'il y a le plus de dynamisme, c'est là qu'il y a le plus d'avenir, c'est là qu'il y a le plus de potentiel. C'est elle, la culture, qui sauvera le monde? Mais je suis persuadée de ça, Et les cultures, parce que voilà, les cultures transportent des imaginaires et permettent à ces imaginaires de voyager, de rencontrer d'autres imaginaires, d'entrer en dialogue et d'enrichir, d'amplifier les imaginaires. Mais le bonheur est dans la culture. Que dirait le poète pour finir cet entretien, Christiane Taubira? Je penserais plutôt à des poètes du Sud éventuellement, et en même temps, par rapport à cet entretien, je penserais à un poète inégal, c'est Victor Hugo. Par rapport à tout ce que vous m'avez demandé pendant 4/5 de cet entretien, sur l'économie, sur la politique qui pourrait transformer l'économie. Et je pense donc à ce poème de Victor Hugo où il s'interroge sur ce qu'est le progrès. Et il répond un lumineux désastre. Un lumineux désastre tombant comme une bombe, restant comme un astre. L'avenir vient avec un souffle de grand vent. Il pousse rudement les peuples en avant. Donc on est dans cela, c'est-à-dire on a la révolution numérique, l'économie circulaire, l'économie de partage, on a l'économie industrielle qui se transforme, l'économie spéculative qui envahit tout le reste. Donc on a l'impression que les technologies et les sciences nous permettent tout, et pourtant on est face à un lumineux désastre pour des millions de personnes. Donc voilà, peut-être que le poète nous dirait ça, vous savez tout faire, vous avez toutes les techniques, toutes les sciences, mais sur le plan de l'éthique, sur le plan mental, sur le plan de l'humanité, vous êtes en grande régression. Merci beaucoup Christiane Taubira. Demain, je recevrai le sociologue Éric Fassin. Il a co-signé la semaine dernière une tribune avec Annie Ernaux, Virginie Despentes ou encore Patrick Chamoiseau pour soutenir les revendications des exilés qui occupent depuis le 30 janvier l'Université de Paris 8. On reviendra évidemment sur le projet de loi Asile et Immigration avec lui. Vous avez une question pour lui? Éric Fassin est une personne pour qui j'ai une grande estime. Dont les travaux sont extrêmement utiles aux politiques. Éric Fassin, Didier Fassin, d'autres aussi. La littérature, les autres auteurs qui, eux, sont davantage dans la littérature que dans les sciences humaines aussi sont très utiles. Ce sont des personnes qui nourrissent ma réflexion et ma pensée. Moi, ce que j'aurais, c'est pas vraiment une question en tant que telle, c'est peut-être une invitation à la réflexion commune. Pourquoi on ne parvient pas, dans ce pays, la France en particulier, pourquoi on ne parvient pas à mettre en place une espèce d'instance où les intellectuels pensent et pensent et pensent et pensent, mais où ils sont nourris d'éléments factuels, d'éléments matériels, de contraintes, de blocages, et ce qui permettrait aux politiques voilà, de conserver en perspective les principes, les grands objectifs, et en même temps de trouver des voies pour contourner les obstacles, les difficultés. Parce que la réalité en France, c'est qu'on a d'un côté des intellectuels qui, à l'occasion, surgissent et interpellent les politiques sur la loi Asile et Immigration, sur la loi antiterroriste, sur la déchéance de nationalité, donc qui surgissent comme ça, alors que l'exercice du pouvoir est quotidien. Et l'exercice du pouvoir a besoin d'échapper à la tête comme ça sous l'eau, et à respirer constamment, et à revoir la perspective. Donc si tout le long, en fait, de l'action politique, il y a cette réflexion qui n'est pas juste à partir des principes, à partir des données, mais aussi à partir des faits matériels, à partir des freins, à partir des contradictions de la société. Je crois qu'on avancerait tous ensemble.
Alors je lui transmettrai cette invitation. Merci beaucoup Christiane Taubira. Merci à vous.